Donc je vais enchaîner, alors je vais essayer de faire un peu une présentation. C'est pas forcément un exercice facile parce que je dirais que c'est comme quand on est face aux étudiants, il y a des gens qui connaissent très bien la maison et des gens qui la connaissent moins bien. Et donc je vais essayer de faire un peu un survol de géosciences Rennes et puis de donner un petit peu de perspective. Alors c'est l'occasion un peu comme je disais en introduction, je vais quitter un petit peu les dossiers courants, c'est pas facile, et puis prendre un petit peu de recul, et puis voir un petit peu comment est-ce qu'on a évolué, quelles ont été les grandes caractéristiques. Donc on a déjà vu un certain nombre d'évolutions avec l'exposé de François. Donc je vais essayer un petit peu de présenter un petit peu qu'est-ce qui définit notre unité. On a vu l'exposé par exemple de François, on voit qu'il y a une certaine interdisciplinarité aussi dans le métier d'hydrogéologue, que les missions pouvaient être variées, et c'est quelque chose qu'on va retrouver par exemple. Donc c'est qu'est-ce qui définit notre unité, comment a évolué aussi notre unité, je dirais ces derniers 30 ans, et quels défis aussi ont à venir, c'est un petit peu qu'est-ce qui va nous attendre. Alors à l'échelle peut-être de la dizaine d'années, peut-être pas de la trentaine d'années. Donc la première chose que je voudrais un petit peu commencer, je rebondis sur nos dernières slides presque de François, c'est sur 30 ans, je dirais, c'est avant tout une aventure humaine. Je paraphrase ce que disait Jean-François Carpentier une fois, la richesse de nos laboratoires, ce sont d'abord et avant tout des ressources humaines. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important, et donc il faut avoir à l'esprit, c'est une aventure humaine, c'est quelque chose qu'on mène ensemble, c'est quelque chose qu'il faut continuer à mener ensemble. Donc du point de vue, je dirais, personnel, donc François en a déjà un petit peu parlé, on est actuellement 150 à 160 personnes, on a grossi ces derniers temps. Personnel permanent, il y a à peu près 80 personnels permanents, donc moitié de personnel CNRS et moitié de personnel universitaire de Rennes. On est bien équilibré, ça se voit absolument, je veux dire, c'est très transverse, c'est très bien. Puis d'autres personnels, CNAP, il y a bien sûr personnel ITEA, BIATS, un PRAG et un professeur émérite qu'on a entendu hier après-midi faire un très bel exposé. Et donc, une des caractéristiques aussi, c'est d'avoir un certain nombre de personnels qui sont rattachés ou qui sont accueillis, hébergés. Donc, plusieurs enseignants-chercheurs qui souhaitent travailler avec nous, mais aussi une CPJ INRIA, dernièrement. Donc, avec le projet de développer des collaborations aussi avec l'INRIA dans le futur. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Aussi, des personnels qui viennent de l'ESS, Camille Gauthier, on ne peut pas la nommer. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est assez riche, avec d'autres personnels hébergés accueillis qui viennent d'un LabCom, comme la Factory, ou qui viennent d'autres unités, et bien sûr certains personnels de l'OSUR avec qui on travaille étroitement au sein des plateaux techniques et plateformes. Donc voilà, alors je dirais, cette photo elle est trompeuse parce qu'elle donne une idée, je dirais, en hydro on dit du stock à un moment donné, mais il y a un flux qui est important. Il y a un flux qui est important, et le flux qui est important, c'est les doctorants et les jeunes chercheurs qui est très fréquemment renouvelé. Donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important pour un laboratoire, et je dirais cette image du nombre de personnes ne rend pas compte de notre implication dans la formation des doctorants et dans l'accueil de jeunes chercheurs qui contribuent énormément évidemment à notre recherche. Donc du point de vue du recrutement, on est plutôt dans une bonne phase, on est plutôt un petit peu reparti dans une bonne dynamique de recrutement. On a ces derniers temps été assez soutenu par les tutelles, et ça c'est très souhaitable, c'est important qu'on puisse, on avait besoin de repartir un petit peu. On a des phases qui sont plus calmes, et là on est reparti plutôt sur une bonne dynamique de recrutement. Donc après, pour définir un peu notre unité, après des ressources humaines, ce sont des thématiques de recherche. Donc je vais essayer de faire un peu un panorama relativement rapide, sans être forcément exhaustif, mais une des grandes thématiques de l'unité, ce sont bien sûr les ressources en eau. Et donc on s'intéresse à essayer de comprendre un petit peu quelles sont les perturbations induites par les changements climatiques, les perturbations humaines. On essaye de comprendre aussi comment tout ce qui est
processus d'écoulement, de transport et de réactivité vont contrôler l'émergence de hotspots localement. Comment aussi ces processus vont contrôler un peu les flux géochimiques à grande échelle, comment les processus petite échelle vont avoir des applications grande échelle, et puis on s'intéresse aussi beaucoup à l'imagerie 4D du sous-sol, sachant que en fait en hydro ce sont des processus assez dynamiques. On a aussi toute une approche aussi sur les ressources, donc ça on verra aussi, c'est des caractéristiques, on s'implique plus de nouveau, il y a eu vers les ressources, que ce soit la mise en place des réservoirs, comment un petit peu les processus grande échelle, climatiques, tectoniques vont contrôler la mise en place des réservoirs, les conditions aussi de formation des gisements, comment est-ce que les gisements de minéraux sont mis en place, quels sont les processus tectoniques à l'origine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois des moyens, je dirais, techniques aussi, on a beaucoup développé dernièrement dans la géochronologie, ça date pas, c'est quelque chose qui a eu un développement récent assez fort, mais c'est aussi, ça tient son origine il y a plus longtemps, et donc on a beaucoup de compétences dans la datation des processus géologiques, et puis on a beaucoup de compétences aussi dans les interactions fluide-roche, et ça c'est un peu une signature aussi du laboratoire, parce que je dirais les interactions fluide-roche, on arrive à les voir à la fois sur le court terme et on arrive à la fois aussi à les voir sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi assez intéressant, qui est une richesse du laboratoire et qui nous permet aussi d'aborder des questions aussi sur la formation, le comportement de la lithosphère ou d'autres processus. Donc ça, c'est un des grands thèmes sur les ressources. Un autre thème, c'est la dynamique des environnements continentaux. On va s'intéresser à la dynamique, à les processus de biodiversité sur les paléo-environnements. Donc biodiversité, la question c'est un petit peu les écosystèmes, quels sont les processus d'interaction, préservation, évolution de certains écosystèmes, comment est-ce qu'ils vont être affectés par des grands phénomènes globaux. Et puis on travaille aussi sur le rôle des facteurs forçants, tectoniques, volcanisme, forçage astronomique, sur l'évolution climatique et biotique des paléo-environnements, les couplages et les rétroactions entre processus géodynamiques et climatiques. Et là aussi, on a différentes échelles de temps avec des fois des objets d'études qui viennent du passé et des fois des objets d'études qui sont beaucoup plus récents. Et puis, dans une moindre mesure, on s'intéresse aussi à ce qui est risque naturel, sur tout ce qui est modélisation des crues, de l'érosion fluviale, le rôle des processus de surface sur la sismicité par exemple. On essaye, il y a pas mal de travaux aussi sur le rôle des événements extrêmes, sur la dynamique long terme des paysages, essayer de comprendre un petit peu comment le court terme va influencer sur le long terme. Et puis d'autres risques comme les systèmes liés aux systèmes hydrothermaux ou des couplages de sédimentation et aérienne. Donc, il y a aussi beaucoup d'expertise sur les propriétés physiques des nanophases naturelles et manufacturées. Il y a beaucoup de travail sur les nanoparticules et essayer de comprendre un petit peu comment à la fois les nanoparticules vont se comporter en termes de réacteurs à l'échelle vraiment microscopique, mais aussi comment ça va se comporter dans l'environnement et dans les différentes phases de l'environnement et jusque à des problèmes d'écotoxicologie. Il y a aussi des compétences sur tout ce qui est propriétés de stockage, déchets, CO2, avec justement, je le citais, le LACOP de la Factory, et l'expertise, je dirais, sur tout ce qui est processus de transport et d'écoulement aussi, nous permet aussi de nous impliquer sur des questions de stockage de CO2 ou sur des questions de remédiation, par exemple. Donc, globalement, je dirais, ça ne comprend pas tout et c'est pas suffisamment exhaustif, mais pour essayer d'avoir un peu une idée générale de nos thématiques scientifiques, on s'intéresse d'une part aux ressources naturelles, aux énergies minerais, à la dynamique des environnements continentaux et aux risques naturels, dévianthropiques. C'est une manière un petit peu d'essayer de décrire globalement nos thématiques actuelles. Alors, on a des compétences techniques qui sont très reconnues sur des équipements analytiques. On a des plateformes qui sont maintenant des plateformes de mesure qui ont évolué, comme GeoElis ou comme Condato
On a aussi toute une expertise en expérimentation, toute une expertise en expérimentation, que ce soit par exemple à l'échelle du corps, mais aussi quelque chose dont on a entendu parler. Jean-Jacques vous a fait un très bel exposé sur tout ce qui est laboratoire de modélisation analogique, en tectonique, en géomorphologie, il nous a bien montré comment est-ce que le laboratoire avait évolué. Ces dernières années, on a aussi beaucoup développé d'expertise sur l'observation et la mesure in situ, j'y reviendrai, mais c'était quelque chose qui est assez nouveau, mais sur lequel on est assez impliqué dans l'instrumentation. Et puis, on a des compétences aussi en modélisation numérique et traitement de données, que ce soit pour modéliser les processus grande échelle ou des questions, des traitements de données, notamment LIDAR, ou des questions de modélisation de milieux fractionnés. Sur notre positionnement un peu local, une des choses qu'on a eues, ça a été aussi de pouvoir nous appuyer, je dirais, sur l'OSUR, sur la création de l'OSUR. On a un environnement qui est très favorable par rapport à ça. Et donc, on a été un peu au cœur de la dynamique de l'OSUR. Et c'était très profitable. Et ce qui fait que quand l'université a évolué, a créé aussi des pôles de recherche, finalement, on a un environnement qui n'est pas si différent, qui n'est pas tout à fait le même, mais qui n'est pas très différent et avec lequel, je dirais, le pôle de recherche, on est assez habitué à discuter avec nos partenaires et les différentes unités. Donc c'était quelque chose qui était très appréciable. Du point de vue positionnement national, je dirais que, bien sûr, on est assez reconnu dans nos thématiques de recherche, donc ça c'est très positif. Et puis, bien sûr, on est impliqué dans un certain nombre de structures, que ce soit les services nationaux d'observation ou différents conseils scientifiques, les commissions du CNU, du CNRS, etc., de l'HLERS, il y a une assez forte implication. Je vais assez vite. Une chose qui est peut-être aussi assez importante, c'est que le porteur, par exemple, de l'équipex Terraforma, et donc est un chercheur de géosciences réelles. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui nous apporte beaucoup, qui nous donne aussi de la visibilité, et donc qui permet de voir un peu, je dirais, l'implication de géosciences réelles dans ces thématiques, qui rayonnent aussi, je dirais, à l'échelle locale, puisqu'il y a toute une partie de Terraforma aussi qui, ici, implique différentes unités. Alors, je dirais aussi que il n'y a pas que le Stade Rennais qui joue l'Europe, tout le monde se féliciter du fait que le Stade Rennais est d'égalité, mais on joue aussi l'Europe et on a aussi à l'international un certain nombre de succès. Et donc ça c'est très appréciable. On est reconnu aussi par là avec un certain nombre d'ERC, dont deux ERC par exemple qui ont débuté cette année. On est aussi impliqué toujours dans les projets européens, pas seulement dans les ERC, mais dans les projets aussi Marie Curie, que ce soit dans l'accueil de jeunes chercheurs, mais aussi dans les réseaux de doctorat de l'époque. Et ça nous donne beaucoup de visibilité. C'est sur des sujets qui sont très différents et très complémentaires, et c'est quelque chose qui est évidemment très important pour notre unité. Donc je dirais là, j'espère que je ne prends pas trop de temps, j'ai fait un petit panorama un petit peu de notre unité. Donc la question c'est comment a évolué aussi un petit peu notre unité, quelles sont les grandes caractéristiques un petit peu de notre unité par rapport à ces 30 dernières années. Alors je dirais c'est sûr que si on regarde actuellement les thématiques scientifiques, il y avait un certain nombre de thématiques scientifiques qui n'existaient pas. Il y a un certain nombre d'années, et donc il y a eu une certaine diversification des travaux de recherche, et donc ça je dirais c'est très positif, mais on peut essayer d'aller un petit peu au-delà de cette constatation, et c'est de voir aussi que c'est un petit peu ce que montrait François. Il y a des périodes où on est plus impliqué dans les questions sociétales, il y a des périodes où on est moins impliqué, et actuellement on est plutôt pas mal impliqué, il y a une évolution, et on est pas mal impliqué dans les questions sociétales. Je vais aller assez vite, parce que c'est pas la peine de passer trop de temps, mais notamment évidemment sur les questions des ressources, forcément c'est directement en lien avec les questions sociétales, que ce soit sur les ressources en eau, ou que ce soit sur la mise en place des réservoirs ou des gisements minéraux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va chercher dans les questions sociétales vraiment des problématiques scientifiques que l'on va traiter. Et donc, c'est ça qui est intéressant. On trouve à travers les questions sociétales des problématiques scientifiques très intéressantes. Alors,
Une des caractéristiques, c'est de pouvoir travailler aussi sur les archives géologiques, qui nous renseignent beaucoup. Et notamment, par exemple, ici, on a des chroniques de CO2, et donc, comme vous le savez, on est en train d'avoir une transition qui est importante dans le changement climatique. Dans le passé, il y a eu aussi des évolutions qui sont très importantes dans le passé. Et par exemple, ici, ce sont les courbes de variation de température dans le passé. Et donc, on voit qu'il y a des périodes un peu qui sont plutôt froides, qui sont appelées ice house, et des périodes plutôt chaudes, greenhouse. Et on voit qu'on a des périodes de transition qui peuvent être parfois très brusques, comme celle qui a eu lieu à 260 millions d'années. Et donc là, on a une expertise aussi à apporter. Et donc, il y a plusieurs projets qui sont en cours, notamment portés par un jeune chercheur, qui sont en cours pour essayer de mieux comprendre ces périodes de transition à travers les archives climatiques et géologiques. Donc, sur les risques naturels aussi, il y a aussi beaucoup de travaux, notamment certains projets qui démarrent ou sur les contaminants et les genres. Et les risques de stockage, il y a évidemment beaucoup d'implications dans les problématiques sociétales. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que je disais, c'est que non seulement on se nourrit, je dirais, des problématiques sociétales, c'est-à-dire qu'on va y trouver vraiment des problématiques scientifiques, mais on est arrivé aussi à un stade où on peut aussi aider et participer à des solutions. Et donc, par exemple, un des exemples que j'ai choisi qui est tout récent, c'est le projet Anvers, qui est un démonstrateur territorial des transitions agricoles et alimentaires. Et donc, c'est un projet PIA4, qui est porté par Gérard Boulot, qui est un chercheur de l'unité, un chercheur CNRS, de géosciences Rennes, et qui est porté par l'OSUR et le CNRS. Donc, l'objectif, c'est de démontrer à l'échelle d'un territoire bassin-versant la capacité de réduire massivement l'usage des produits phytosanitaires de synthèse. Et donc, ça, c'est très positif, parce que c'est une question sur laquelle on est inquiet depuis longtemps en Bretagne. Et donc, on voit qu'on apporte des solutions et qu'on s'implique dans les solutions pour mener des projets, évidemment, d'envergure. Donc là, c'est juste pour donner un peu d'idée sur le timing. Il y a une première année, 12 à 18 mois de maturation, et puis ensuite, il y a 5 ans de déploiement, avec un budget assez conséquent pour mener ce projet de démonstrateur territorial. Donc ça montre vraiment qu'il y a... Alors, je m'arrête encore 2 secondes, mais c'est important parce que il y a 30 ans, on l'a dit, c'est François qui le disait, Gérard, il travaillait sur d'autres thématiques. Il travaillait sur la thématique des temps longs, et on voit qu'il y a eu une évolution dans les choix thématiques, et que cette évolution vraiment se traduit par des choses qui sont quand même très emblématiques. Et c'est un peu cette caractéristique, c'est le troisième point un petit peu, je dirais, il y a une forte ouverture thématique et scientifique. C'est-à-dire que les chercheurs de l'unité n'ont pas peur de s'aventurer dans des domaines qui n'étaient pas les leurs auparavant. Et ça, c'est une caractéristique et ça continue. Je vous montrerai quelques exemples et ça continue. Et donc ça, c'est très intéressant. On est passé, donc on a eu une forte évolution. On était vraiment reconnu comme l'école rennaise de la tectonique en 1992. Donc hier, j'ai entendu parler certains, on était vu comme un des premiers labos, sinon le premier labo au monde du point de vue tectonique. Il y avait vraiment une très forte reconnaissance à un laboratoire qui est très ouvert et très fortement interdisciplinaire, avec donc le développement de nouvelles thématiques. Alors évidemment, pour ça, pour faire cette évolution, on s'est reposé sur, enfin on ne s'est pas reposé, mais on a accompagné le développement du PAR, du CAREN, de l'OSUR. Ça a été très utile pour nous, pour se nourrir, mais en même temps, je pense qu'on a été très moteur dans la démarche. C'est-à-dire qu'on était vraiment aussi à l'origine et qu'on souhaitait aller vers une ouverture aussi très interdisciplinaire. Alors je cite certains exemples, je reviens aussi au projet d'Equipex Terraforma. C'est important parce que c'est un projet d'Equipex, mais je crois que tous les 10 instituts du CNRS sont présents, par exemple, dans Terraforma. Et donc ça montre que on va vraiment vers l'interdisciplinarité, donc c'est quelque chose qui est important. Il y a d'autres exemples, je veux citer aussi des CPJ modélitaires avec d'autres
établissements comme l'INRIA, où là l'objectif c'est de développer vraiment aussi l'interdisciplinarité entre nos structures, ou alors la CPJ hydrologie et écologie qui est portée par le NSREN et qui doit faire du lien aussi entre différents thèmes et différentes unités. Il y a aussi une forte implication, et ça on profite aussi d'autres structures comme la MITI. La MITI c'est quelque chose qui est très important, les missions pour les initiatives transverses et interdisciplinaires. Donc là je cite rapidement 3 thèses qui sont déjà en cours, donc la thèse d'Elias Galivé qui va soutenir à la fin du mois, sur les représentations des paysages futurs sous pression anthropique et climatique. Le projet Ultime Plast, donc sur les produits ultimes de dégradation des déchets plastiques, et le projet Gravity sur les glissements gravitaires du Rwanda, donc les 2 derniers projets ayant commencé cette année. Donc ça, c'est quelque chose qui est très favorable au développement de l'interdisciplinarité. Comme dernier exemple que je citerai, c'est cet exemple parce que je le trouve assez emblématique, c'est tout ce qui concerne le transport de solidité dans les réseaux microvasculaires du cerveau. C'est pas quelque chose qui paraît évident au départ, mais en fait on voit des fortes, on voit qu'on a des choses à apporter sur ces problématiques globalement. C'est que le transport d'oxygène au sein du cerveau est contrôlé par les réseaux microvasculaires, et donc pour ça, pour bien comprendre en fait ce transport, des compétences d'hydrobiologie sont aussi utiles, et donc c'est un projet interdisciplinaire entre Rennes et Toulouse pour essayer de comprendre un peu comment les concentrations en oxygène sont régulées à travers ces réseaux. Donc il y a plusieurs projets, dont le projet MIKI 80 Géobrain qui a été accepté et qui va commencer l'an prochain. Alors je crois que Florian, qui a déjà travaillé, devrait être mon assistance, enfin a priori il avait dit qu'il souhaitait venir. Je vais essayer de finir rapidement sur les défis à venir. Alors les défis à venir, je dirais recherche, c'est toujours difficile de dire où est-ce qu'on va aller, comment est-ce qu'on va organiser les choses, mais je pense qu'il faut qu'on renforce les expertises. Donc on a certaines expertises sur lesquelles on n'est pas forcément présent, ou on n'est peut-être pas assez présent. Il faut bien qu'on réfléchisse, je dirais, à des recrutements clés qui puissent nous aider et nous renforcer. Ça c'est évidemment important. Croiser aussi les expertises, parce que je pense qu'il y a des choses entre nous qu'on peut encore faire, on peut travailler aux interfaces, et puis continuer à développer, bien sûr, l'interdisciplinarité. Ce qu'il faut aussi qu'on réussisse à faire, c'est qu'on a la chance de porter des grands projets, on a la chance d'être force de proposition, et donc il y a l'expérimental du fond dans laquelle on est impliqué, c'est mesures qui portent ça, mais il faut qu'on s'implique pour s'assurer en fait, que ces grands projets soient réellement transformants et que leur lancement permette de passer un cap. Et que ce soit aussi pour le projet CPER Class, il y a la MCI CPES qu'on va accueillir bientôt, il y a la plateforme AAA qui doit se créer, l'équipe externe, moi j'en ai parlé, le projet en baisse, c'est tous des projets qui sont importants et sur lesquels il faut qu'on puisse s'impliquer. Évidemment, il y a IRIS-E. IRIS-E, c'est aussi un projet très structurant et important qui est en train de se lancer et dans lequel l'unité va devoir s'impliquer. Et c'est aussi une chance pour développer l'interdisciplinarité, être force de proposition. Les PEPR, je sais qu'on attend aussi à ce que Géosciences soit aussi force de proposition dans les PEPR, c'est clair, on a des compétences. Et puis bien sûr, essayer de conserver, voire développer notre excellence dans les projets européens, ça c'est quelque chose qui est aussi important. Donc ça c'est pour la recherche. Alors je parlerai rapidement sur la formation, parce que moi je suis enseignant-chercheur et ça me tient aussi à cœur. Et donc, je pense que sur la formation, on n'est peut-être pas allé aussi loin que ce qu'on a fait en recherche. C'est-à-dire qu'on a été peut-être un petit peu timide, mais on peut être force de proposition et développer plus la formation. Donc c'est d'inscrire nos formations dans les transitions environnementales. Donc on voit qu'il y a, globalement ça évolue vite, nos masters ont pas mal évolué. Il y a eu une refonte du master sciences de la Terre, le master sciences de l'eau aussi est coporté à beaucoup de travail avec les partenaires locaux, donc ça c'est aussi quelque chose qui est important. On renforce actuellement aussi l'attractivité de nos formations. Il y a la création du projet GeoFab Lab, et ça c'est important pour être attractif vis-à-vis des étudiants. On ouvre certaines de nos formations en alternance, c'est aussi quelque chose qui est important aussi pour l'université. Donc c'est des signaux qui sont très positifs, et puis il
puis on est en train aussi de réfléchir à l'internationalisation de certains diplômes, et notamment la création aussi d'une chaire franco-allemande. Il y a d'autres opportunités qui existent, c'est important. Je finirai aussi par, pour nous c'est important, les sciences de la Terre, c'est pas un énorme domaine, mais c'est important de développer des partenariats stratégiques forts. Et donc, un des exemples, c'est avec le RS, Rennes, et notamment, il est évident que le CPES, on est impliqué, hein, c'est porté évidemment par mesure, mais on est impliqué par voie de conséquence, et donc c'est quelque chose qui est aussi très important pour notre unité. Alors maintenant, toutes les structures évoluent, et donc le site aussi évolue. Jean-Christophe est présent, est en charge de la mise en place aussi de l'UFR Sciences, et donc ça c'est un petit peu un des défis qu'on va avoir à mettre en place. Hein. Donc l'UFR Sciences qui regroupera donc les différentes UFR actuelles, mathématiques, SVE, SPM et l'OSU. Et donc il y a une certaine évolution qui est logique et qui est normale hein, pour améliorer la lisibilité des services aux étudiants. Ce sera plus facile aussi de créer des formations interdisciplinaires grâce à ça, mais la question c'est aussi comment s'organiser à l'intérieur, et donc il y a pas mal de réflexions sur la création de départements, sur comment les prérogatives des départements par rapport à l'UFR, etc. Donc il y a différentes questions qui se posent, et donc ça c'est quelque chose dans lequel évidemment il va falloir accompagner parce que ça va être un grand changement dans notre mode de fonctionnement. Il y a aussi le schéma directeur d'aménagement fonctionnel, ça c'est très positif, on va rénover nos bâtiments, et donc c'est quelque chose qui est très bien, mais il y a certaines craintes aussi sur certains de nos bâtiments, sur comment est-ce que la rénovation va être menée, que ce soit pour le bâtiment 15 par exemple, parce qu'il y a des questions qui se posent, ou d'autres bâtiments. Donc c'est des gros dossiers qui vont être traités. On va dans le bon sens, on a besoin d'une rénovation, c'est clair, mais il faut accompagner et s'occuper de cette rénovation. Là, je passe c'est quasiment ma dernière slide, mais c'est une slide qui a été faite par la commission des DRS donc développement durable et responsabilité sociétale de Géosciences Rennes, qui est très impliquée. Et donc, ce qui est clair, c'est que la manière dont on fera la recherche dans 30 ans ne va pas être du tout la même que la manière dont on fait la recherche actuellement. Donc ça, c'est aussi une des caractéristiques. Et donc, c'est à nous de mener cette réflexion, de faire des propositions. Et donc, on accompagne. Géosciences Rennes est vraiment au cœur de la démarche, parce qu'elle est impliquée à la fois dans les réflexions donc, au sein de l'Université de Rennes, mais aussi au niveau du CNRS. Et donc, actuellement, je ne vais pas tout détailler, mais actuellement, il y a un plan d'action qui est en cours de discussion au sein de la commission des DRS et qui doit être présenté à l'unité pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on va évoluer et comment est-ce qu'on va prendre ces enjeux dans le futur. Voilà, donc je vais finir. Alors moi, je vais juste dire que c'est pas forcément facile tous les jours pour la direction, mais c'est une unité très dynamique et c'est avec grand plaisir qu'on voit, je dirais, ce dynamisme et ces différents projets. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et moi, je dirais félicitations à tous et à toutes. C'est quelque chose qui est très bien et qu'il faut encourager. Et puis, je souhaiterais aussi remercier tout le monde pour l'organisation des 30 ans de Géosciences Rennes. J'en profite, en particulier Isabelle, Catherine, le pôle administratif, mais l'ensemble aussi des organisateurs et bien sûr des orateurs. Je finis aussi en rappelant qu'on organise aussi un autre grand événement, parce qu'on va faire venir l'ensemble des sciences de la Terre à Rennes fin octobre prochain, et donc pour la RST.